un énorme plaisir aujourd'hui de venir vous parler de régulation du comportement des parlementaires. Comme j'en discutais précédemment avec les gens dans la salle, c'est un thème sur lequel on voit peu de présentations dans les facultés de droit. Et donc, je ne vais pas traiter aujourd'hui spécifiquement de mon projet de thèse qui porte évidemment sur la régulation du comportement des parlementaires, mais je vais faire une présentation qui est plutôt de nature introductive puisque plusieurs ne savent peut-être pas de quoi il en ressort. La conception du comportement, donc à la fin, ça va être seulement quelques règles relatives au comportement qui vont nous intéresser. Et je précise aussi qu'à des fins de concision particulières, donc celle de législateur, mais également celle de contrôleur de l'action gouvernementale et celle aussi très importante de représentant de la population. Et donc, de ces trois fonctions et rôles vont découler une responsabilité de nature politique, mais également une imputabilité et une déférence qui est due envers la gouvernance publique, donc dans le cadre des décisions qu'ils vont prendre, mais également comment ils vont agir dans le cadre de leurs fonctions. Et donc, c'est ce que vise à protéger les règles relatives au comportement des élus. Donc, ces régulations, elles visent également à assurer que les parlementaires exercent leurs fonctions dans la plus totale autonomie, la plus totale indépendance et qu'ils agissent avec bonne foi. Donc, le premier thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui est celui de la diversité des règles en matière de comportement des parlementaires. Donc, les règles qui encadrent le comportement des parlementaires, elles sont diverses à plusieurs égards. Donc, non seulement elles sont diverses quant aux juridictions qui vont être compétentes pour réguler le comportement, mais également elles vont être diverses quant à leur contenu et elles vont varier finalement également en fonction du statut particulier du parlementaire. Donc, comme je l'ai dit, en premier lieu, on peut constater que plusieurs juridictions sont compétentes pour réglementer le comportement des parlementaires. Donc, en premier lieu, on pense évidemment au droit criminel. Donc, le droit criminel est effectivement compétent pour restreindre le comportement des élus en prévoyant la création donc dans le code criminel, on prévoit la création de certaines infractions qui s'adressent spécifiquement aux titulaires de charges publiques. Donc, on pense entre autres à l'article 119 du Code criminel qui est relatif à la corruption par un parlementaire ou à l'article 122 qui, lui, va concerner l'abus de confiance par un fonctionnaire. Et ici, fonctionnaire, dans le Code criminel, inclut le parlementaire. Donc, en plus des dispositions criminelles, il faut également compter les dispositions pénales qui vont être applicables pour restreindre d'une certaine façon certains agissements considérés fautifs par des parlementaires. Donc, dans la loi sur le Parlement du Canada, on spécifie que le trafic d'influence par un parlementaire constitue une infraction qui est passible d'une amende, mais également, on y interdit la tentative de corruption d'un parlementaire. Du côté provincial, on a la loi sur l'Assemblée nationale qui va prévoir à son article 134 donc qu'un député peut commettre une infraction et qu'il va être passible de sanctions s'il porte atteinte aux droits de l'Assemblée. Et là, je ne vous énumère pas les atteintes aux droits de l'Assemblée puisqu'elles sont fort nombreuses. Je vous invite à lire l'article 55 et suivant de la loi sur l'Assemblée nationale si ça vous intéresse. En plus des régulations en matière criminelle et pénale, et c'est ce qui va intéresser vraiment le reste de ma présentation, ça va être les règles qui structurent le comportement des parlementaires qui se trouvent dans le corpus de droit parlementaire en tant que tel. Donc, on pense entre autres aux règles en matière de déontologie parlementaire ou les règles qui vont se retrouver dans le règlement des assemblées parlementaires elles-mêmes. Et ces règles-là, elles vont être d'une nature constitutionnelle et administrative. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, ça va être vraiment aux dispositions qui relèvent du droit parlementaire qu'on va s'intéresser. Et donc, rapidement, je vais vous présenter qu'est-ce que j'entends par droit parlementaire, parce que ça ne sonne pas des cloches chez tout le monde. Donc, l'Assemblée nationale du Québec a fait, selon moi, une bonne définition de qu'est-ce qu'est le droit parlementaire. Il s'agit de l'ensemble des règles applicables au Parlement
et à leurs membres, de même qu'au gouvernement dans ses rapports avec l'Assemblée législative en vue d'assurer une collaboration organisée entre les deux entités. Donc, le droit parlementaire est constitué de droits écrits et non écrits, et ses principales sources, ce sont les règles et conventions constitutionnelles. Donc, c'est dans ces types de règles qu'on retrouve beaucoup de règles non écrites. Ensuite, on retrouve le droit parlementaire est issu des lois sur les assemblées parlementaires, donc la loi sur le Parlement, la loi sur l'Assemblée nationale, mais également, elles proviennent des règles de procédure des assemblées elles-mêmes, et le droit parlementaire va également émerger donc des décisions que prennent les présidents des assemblées législatives, et donc des précédents qui sont créés en cette matière. Donc, pour me lancer plus concrètement dans l'encadrement du comportement des parlementaires, ce dernier contient plusieurs règles qui, elles, vont être subdivisées selon deux principales composantes donc, de ce même comportement. Et donc, j'ai pris une subdivision donc, qui va être les règles relatives à ce que les parlementaires disent, parce qu'on s'entend, la grande partie du travail des parlementaires va s'exercer par le biais de leur droit de parole à l'Assemblée. Et donc, le principe général en la matière que j'ai mis ici dans ce petit schéma, c'est le principe de la liberté de parole, et ce principe est quasi absolu, c'est vraiment un principe fondamental, j'y reviendrai plus tard. Et par contre, on retrouve certaines exceptions qui vont faire obstacle donc, à ce principe de la liberté de parole. La seconde subdivision que je fais des règles sur le comportement des parlementaires, ce sont les règles qui vont, elles, s'intéresser à ce qu'ils font, c'est-à-dire les actes décisionnels auxquels ils procèdent, soit dans le cadre de leur fonction législative, leur fonction politique, mais également sur les décisions d'ordre personnel qui vont pouvoir affecter les décisions législatives ou politiques qu'ils vont avoir à prendre dans le cadre de leur fonction. Donc, je vais présenter rapidement les règles relatives à ce qu'ils disent, puisque, comme vous le verrez par la suite, je vais m'attarder plus longuement dans le reste de ma présentation aux questions de déontologie parlementaire, mais c'est intéressant quand même de faire un petit mot sur les règles relatives à la parole des parlementaires. Donc, un des principes les plus fondamentaux en droit parlementaire, et ça tant au Canada que partout dans le monde, vraiment, c'est un privilège qui est protégé dans toutes les assemblées parlementaires au monde, et ça, j'en suis à peu près certaine. Je n'ai pas lu tous les règlements parlementaires au monde, mais c'est celui de la liberté de parole, donc des parlementaires. Donc, la liberté de parole, le privilège de la liberté de parole des parlementaires, c'est une protection absolue dont disposent les membres des assemblées législatives à l'encontre de poursuites judiciaires qui résulteraient d'une opinion ou d'un vote exprimé en chambre. Et donc, ce privilège-là, on s'entend, est essentiel afin d'assurer la pérennité de nos sociétés démocratiques, évidemment, la liberté donc, du débat politique. Au Canada, ce privilège est reconnu et encadré, donc est reconnu en vertu du préambule de la Constitution canadienne, mais il est également inscrit dans les lois sur les assemblées parlementaires. Donc, par exemple, on le retrouve inscrit à l'article 44 de la loi sur l'Assemblée nationale. Donc, en raison de sa protection constitutionnelle, ce principe-là de la liberté de parole ne connaît pratiquement aucune exception. Mais vraiment, elles sont assez rares, si ce n'est que les exceptions prévues par les assemblées parlementaires elles-mêmes. Donc, parmi les exceptions, je vais en traiter deux ici. Tout d'abord, la règle du sub judice. C'est très simple. C'est en fait une règle qui interdit aux parlementaires de discuter durant les débats des affaires judiciaires en cours d'instruction ou en attente de jugement. Et cette règle-là, mais en fait, elle provient tout simplement du principe de la séparation des pouvoirs et vise donc à ce que le Parlement ne s'ingère pas dans les affaires des tribunaux. Et en corollaire, en contrepartie, les tribunaux, eux, s'engagent à respecter l'autonomie et l'indépendance des assemblées parlementaires quant à leurs affaires internes. Une seconde exception au principe de la liberté de parole, c'est celle des propos dits non parlementaires. Donc, en fait, pour assurer le bon déroulement des travaux, pour assurer que chaque parlementaire soit respectueux envers l'autre. Donc, la tenue de propos injurieux, provoquants ou menaçants va être interdite dans les assemblées. L'interdiction va valoir tant à la Chambre des communes fédérales ici qu'à l'Assemblée nationale du Québec,
À l'Assemblée nationale du Québec, on utilise même d'ailleurs une liste de propos dits non parlementaires pour encadrer l'interprétation qui va être faite des propos utilisés en Chambre. Et tant dans le cas de la règle du sub judice que dans le cas des propos non parlementaires, lorsque de tels propos sont tenus en Chambre, eh bien, le président va inviter les parlementaires à retirer leurs propos. Et puis, si la situation dégénère, le président va pouvoir prendre par la suite des sanctions plus importantes à l'égard des députés pour qu'ils cessent leur comportement. Eh bien, maintenant, je vais m'intéresser vraiment plus spécifiquement aux règles qui structurent ce que le parlementaire peut faire ou ne pas faire, donc les règles qui tiennent de l'éthique et de la déontologie parlementaire. Donc, en cette matière, on a au fédéral et au Québec, on a 3 codes en tout qui contiennent des règles à cet effet. Donc, en 2004, on a la Chambre des communes qui a adopté le Code régissant les conflits d'intérêts des députés. Au Sénat, on a le Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs qui a été adopté en 2005. Et quelques années plus tard, donc, le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale a été adopté, donc en 2009, ce Code d'éthique a été adopté par l'Assemblée nationale, bien évidemment. Et donc, les 2 premiers se trouvent, en fait, inclus en annexe des règlements des assemblées parlementaires, donc de la Chambre des communes et du Sénat. Mais le 3e, c'est très intéressant parce qu'au Québec, on est à peu près une des rares provinces à avoir une loi qui n'est dédiée à la gestion de l'éthique et de la déontologie, donc pour les membres de son assemblée parlementaire. Donc, ces textes-là, ils vont contenir relativement des dispositions similaires. J'ai mis une longue définition, en fait, une longue description qui tient plutôt du Code d'éthique et de déontologie, parce que vraiment, cette loi-là en contient plus que les deux autres codes précédents. Mais donc, ces textes-là contiennent, comme vous le voyez, des règles relatives aux incompatibilités de fonctions, aux conflits d'intérêts, à la rémunération que peuvent recevoir les élus, aux dons et avantages qu'ils peuvent recevoir, à leur assiduité, à l'utilisation de biens et services de l'État. Mais également, ces codes prévoient l'obligation de produire pour les parlementaires une déclaration annuelle d'intérêt. Donc, je ne vais pas entrer dans tout le détail de ces règles-là parce qu'elles sont nombreuses et elles sont très techniques souvent. Toutefois, en fait, elles vont viser 2 objectifs. De façon assez générale, là, on retrouve toujours une volonté donc d'assurer la totale transparence des intérêts qui pourraient motiver les parlementaires, mais également et surtout, elles vont viser à assurer la totale indépendance des parlementaires dans le cadre de leur prise de décision. Et donc, cette indépendance, cette transparence, elles vont être assurées par plusieurs moyens. Et ici, j'en cite 2. Le premier moyen, en fait, pour assurer la transparence et cette indépendance, en fait, ce sera, c'est le corollaire de l'obligation de produire une déclaration annuelle d'intérêt, c'est la constitution d'un registre public, puisqu'en fait, les déclarations annuelles d'intérêt, elles sont assorties d'une obligation de publication. Donc, elles doivent obligatoirement être rendues publiques. Et on retrouve, si ça vous intéresse, on retrouve sur les sites web des commissaires, donc responsables de la mise en œuvre des règles de déontologie parlementaire, on retrouve ces registres publics qui contiennent toutes les déclarations d'intérêt de nos députés ou de nos parlementaires en général. Et en plus de cette obligation, donc dite annuelle, puisque c'est une fois par année que les déclarations sont émises et publiées, on retrouve également une obligation qui est, elle, je pourrais dire, au quotidien. C'est celle, en fait, pour les parlementaires de divulguer obligatoirement les intérêts qui pourraient donc survenir lorsqu'ils sont amenés à traiter d'une affaire en Chambre qui pourrait concerner certains de leurs intérêts personnels. Donc, les parlementaires doivent, à ce moment-là, expressément déclarer le conflit d'intérêts potentiel, se retirer des discussions et ne procéder à aucun vote sur la question. Donc, c'est une présentation assez générale donc, de ce que constituent les règles déontologiques. Et on retrouve une dernière distinction à l'intérieur même des règles déontologiques. Et il s'agit de celle qui est relative aux obligations, en fait, aux obligations dites majorées.
Donc, c'est-à-dire que si l'élu occupe ou non des fonctions à responsabilité majorée, c'est-à-dire si les membres, par exemple, du conseil exécutif, donc si les ministres, si les chefs de l'opposition officielle ou si les présidents de l'Assemblée législative, eh bien, on va exiger de sa part, en fait, d'avoir des responsabilités, des obligations un peu plus importantes. Donc, à titre d'exemple, ici, il s'agit d'un tableau qu'on a produit, moi et le professeur Noro, dans le cadre d'un excellent rapport, si la question vous intéresse. Donc, on peut voir ici, par exemple, qu'un membre du conseil exécutif, lui, va être amené à se départir de ses actifs ou de ses valeurs mobilières et à les placer en fiducie sans droit de regard, ce qui est une obligation qui ne sera pas toujours applicable aux simples députés. Et il va également avoir des responsabilités beaucoup plus importantes qui vont s'appliquer à lui en matière de règles sur l'après-mandat, par exemple. Maintenant, je vais aborder, donc je vais sortir un peu de la description des règles, et je vais maintenant traiter donc de la complexité. Et là, par contre, je vous avais dit au début que ma présentation serait un peu en entonnoir, et je dirais que pour le reste de ma présentation, je vais m'intéresser strictement aux règles en matière déontologique, donc aux règles qui s'appliquent à ce que les parlementaires font. Et donc, quant à moi, la complexité relative à ces règles-là, elle va principalement se manifester dans leur mise en œuvre. Et vous allez voir dans les prochaines diapositives pourquoi. Donc, afin d'assurer la mise en œuvre des règles qui se retrouvent dans les 3 codes que je vous ai présentés précédemment, on a mis cette mise en œuvre entre les mains d'autorités indépendantes qui sont pour la Chambre des communes, il s'agit du commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique. Pour le Sénat, c'est le conseiller sénatorial en éthique. Et pour le Québec, c'est notre commissaire à l'éthique et à la déontologie. Et donc, ces autorités indépendantes, pour mettre en œuvre les dispositions du Code, elles disposent, entre autres, de 3 pouvoirs. Donc, elles disposent d'un pouvoir de publier des avis et des recommandations sur les règles qui vont tenir de leurs compétences, de leurs codes respectifs, en fonction des problèmes d'interprétation ou d'application qui pourraient survenir. Elles vont surtout, par contre, disposer de pouvoirs d'enquête particuliers. Le premier, en fait, qui est un pouvoir d'enquête sur demande, donc un tiers ou un député peut déposer une plainte relativement à un problème qu'il aura constaté auprès du commissaire en question pour que ce dernier enquête sur ce problème-là. Et les commissaires peuvent également faire enquête selon leur propre initiative. Mais là où on entre dans les trucs peut-être un peu plus intéressants et plus complexes, c'est que ce qui va rendre la régulation du comportement des parlementaires beaucoup plus complexe au plan juridique, c'est l'existence, en fait, de privilèges parlementaires reconnus aux parlementaires eux-mêmes, mais également aux assemblées à titre collectif. Donc, 2 des principaux privilèges reconnus aux assemblées collectivement, on parle du privilège de réglementer ses affaires internes et au pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ses membres. Et donc, grosso modo, des privilèges parlementaires, il s'agit donc de dérogations au droit commun afin que les assemblées puissent exercer leurs fonctions sans entrave. Mais en fait, le privilège, donc, le privilège de réglementer ses affaires internes, combiné au pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ses membres, eh bien, ça va être vraiment à l'origine selon moi, de certains problèmes en matière de mise en œuvre effective des règles de déontologie parlementaire. Et je vous détaille maintenant pourquoi. Donc, premièrement, en fait, le privilège parlementaire, les privilèges parlementaires précédemment abordés, ils font que les commissaires indépendants chargés de la mise en œuvre des règles déontologiques, ils n'ont qu'un pouvoir, on l'a vu, ils ont un pouvoir d'enquête, ils ont aussi un pouvoir de recommander des sanctions, mais leur pouvoir s'arrête là. Parce que, en raison de l'autonomie des assemblées, donc les commissaires indépendants, ils peuvent simplement déposer leur rapport devant les assemblées et donc c'est l'Assemblée, elle seule, qui aura le pouvoir d'adopter ou non le dit rapport produit par l'autorité sur une enquête et surtout d'en faire exécuter ou non les sanctions. Et ça, il s'agit donc d'une grande limitation au pouvoir des autorités indépendantes en matière de régulation du comportement des élus.
Mais également, les pouvoirs des commissaires sont également limités sur certains autres aspects techniques. Par exemple, le commissaire au conflit d'intérêts de la Chambre des communes du Canada ne dispose pas du pouvoir de convoquer des témoins et d'exiger des documents. Ça, c'est un pouvoir que la commissaire en poste revendique depuis plusieurs années, donc au Parlement fédéral, afin donc de procéder plus efficacement à ces enquêtes. Et non seulement donc l'autonomie reconnue aux assemblées va limiter le pouvoir d'intervention des commissaires, on a également d'autres impératifs qui vont, selon moi, limiter la mise en œuvre des règles en matière d'éthique et de déontologie parlementaire. On va penser, dans un second temps, au contenu dit souple de certaines règles qui se retrouvent dans ces textes. Généralement, les règles, comme je vous l'ai montré, sont des règles techniques qui concernent les intérêts, qui décrivent ce que ne doivent pas faire des parlementaires, mais certaines d'entre elles peuvent poser des véritables problèmes en matière d'interprétation. Par exemple, dans le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, on retrouve des valeurs auxquelles doivent adhérer les parlementaires et ces valeurs doivent les guider dans le cadre de leurs fonctions. À l'article 6 de ce même code, on y stipule que la conduite du député est empreinte de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse, d'honnêteté, de sincérité et de justice. Donc, à l'article 2 également du Code de la Chambre des communes, on retrouve une disposition semblable qui va énumérer des principes que les membres de la Chambre doivent servir durant leur mandat. Donc, ces règles-là, en fait, elles vont poser des problèmes en matière d'interprétation, au même titre que les droits et libertés fondamentaux vont poser des problèmes d'interprétation, puisque ce sont des valeurs très larges, des valeurs très souples sur lesquelles le commissaire en tant que tel peut et a donc du mal à trouver une interprétation juste. Et donc, finalement, la régulation donc, du comportement des élus va être rendue compliquée par la compétence des autorités administratives qui va être limitée. Elle va être limitée par les cas eux-mêmes, donc à certains domaines spécifiquement, et ça a pour effet souvent, lorsqu'une plainte est portée à la connaissance d'un commissaire, eh bien, ça a pour effet donc de devoir exclure certains éléments de la plainte et donc de devoir exclure souvent certains éléments pertinents au déroulement de l'enquête. Non seulement les domaines sont exclus par les cas eux-mêmes, mais les autorités administratives sont également limitées par l'interprétation qu'elles procèdent elles-mêmes, qu'elles font elles-mêmes des dispositions qui se retrouvent dans leur code. Donc, à titre d'exemple, récemment, lorsque le commissaire à l'éthique s'est prononcé sur la rémunération d'un député pour des activités médicales qu'il exécutait durant son mandat à titre de député, eh bien, le commissaire il a exclu sa compétence sur plusieurs des faits reprochés, puisqu'il considérait que certains d'entre eux, en fait, ne concernaient pas les activités à titre de député, mais plutôt les activités à titre de médecin du député. Donc, on peut voir que toutes ces conditions, en fait, combinées, font que les commissaires indépendants, ils fonctionnent plutôt, et ça, c'est la commissaire au conflit d'intérêts de la Chambre des communes qui parle, ils fonctionnent selon une approche préventive, et on ne peut que le constater. Et donc, voilà, maintenant j'en suis au troisième bloc donc, de ma présentation. Je vais aborder les principaux paradoxes que je dégage des règles et des situations précédemment présentées. Donc, le premier paradoxe qui me semble émerger de la situation qu'on constate en matière de régulation du comportement des parlementaires est celle qui va émaner entre le pouvoir relativement limité des autorités indépendantes qui sont chargées de la mise en œuvre de ces règles versus l'importance de ce problème-là, du moins dans l'espace public. Donc, on voit que c'est une question très actuelle, celle de la gestion du comportement des élus. On en entend quand même souvent parler lorsque des affaires s'y intéressent. On pense à l'affaire Duffy récemment ou l'affaire Normando au niveau dans le droit criminel, évidemment. Mais on pense récemment à l'affaire Pellado, donc, qui, lui, concernait spécifiquement le commissaire à l'éthique et à la déontologie.
Mais donc, en contrepartie, les autorités indépendantes, elles, sont saisies de peu de pouvoir. Elles occupent, on peut dire, pas suffisamment de place dans l'espace public pour se saisir de ces enjeux. Et comme on l'a vu, elles ne peuvent être réellement efficaces que par le biais d'une approche préventive. Et donc, ce qui nous amène à se questionner sur le fait que, finalement, en dernier lieu, ceux qui sont amenés à agir sur les questions et les enquêtes qu'exercent ces autorités indépendantes, ce sont les politiques. Donc, c'est le pouvoir politique qui, au final, va trancher sur la question, va adopter ou non les rapports et les sanctions recommandées par ces entités. Et elle peut donc toujours, elle a le pouvoir, ça n'a pas semblé émerger durant les dernières années, mais elle dispose toujours du pouvoir de faire obstruction au travail d'enquête des commissaires indépendants. Et donc, ce risque de débordement du pouvoir politique sur les enquêtes indépendantes du commissaire nous amène directement au second paradoxe qu'on observe en matière de régulation du comportement des parlementaires, qui veut que dans le domaine de la gestion du comportement, les parlementaires vont se trouver pris entre des normes politiques et des normes juridiques qui s'appliquent à eux. Je m'explique. L'affaire Duffy a particulièrement bien exposé ce problème, c'est-à-dire que on retrouve dans les milieux politiques un entrecroisement de normes politiques auxquelles les parlementaires sont soumis de par les structures politiques qui sont actives, mais également ils doivent être soumis aux règles juridiques que j'ai précédemment présentées. Et l'affaire Duffy, dans le jugement du juge Vaillancourt, donc excellent jugement de 300 pages si vous cherchez une lecture. Et donc, le jugement de l'affaire Duffy a, je vais employer les mots du juge Vaillancourt. Il a dit que la preuve au procès avait donc démontré que le cabinet du premier ministre, qui était une structure donc, de pouvoir politique, elle détenait en fait un pouvoir significatif dans les corridors de la colline du Parlement. Et donc, c'est pas une nouvelle pour personne, on s'entend là-dessus, sauf que comme cette affaire l'a démontré, cette hégémonie du politique sur le comportement des élus va être une grande source de confusion pour les parlementaires qui, en fait, en viennent à ne plus savoir à qui se référer en cas de problème pour adresser simplement leur questionnement. Et donc, ma présentation en arrive à sa conclusion et je vais conclure sur une synthèse qui se termine par une brève ouverture. Donc, tout d'abord, on a traité donc, de la diversité des normes en matière de gestion du comportement des élus et on assiste, particulièrement en matière de régulation sur la déontologie des milieux parlementaires, on assiste à une croissance de ce type de règles-là. Mais en même temps, on se retrouve avec une grande complexité dans la mise en œuvre de ces règles-là, puisque les autorités chargées de leur application se voient limitées par des principes constitutionnels ou fonctionnels. Et finalement, les paradoxes que j'ai présentés nous démontrent que les acteurs du milieu parlementaire se retrouvent également pris entre des normes juridiques et des normes politiques. Et donc, selon moi, mon opinion est que pour en arriver à une meilleure compréhension du fonctionnement de ces règles en matière de déontologie parlementaire, il devient très important de saisir les interactions entre les deux régimes de normes que j'ai présentés précédemment. Et selon nous, en fait, selon moi, le fondement de ces interactions-là entre ces deux régimes de normes, il va en fait reposer sur le contexte applicable, donc le contexte politique en général, mais il va également relever des dispositions individuelles de chaque parlementaire qui, eux-mêmes, auront différentes façons d'internaliser ce type de normes très particulières et qui auront encore beaucoup de place à prendre dans les institutions parlementaires. Et donc, cette conclusion, eh bien, pour ceux que ça intéresse, cela constitue plus spécifiquement mon projet de thèse et donc je serai ravie d'en discuter ultérieurement avec vous. Et donc, voilà, c'était ma présentation pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je serai ravie de répondre.